Septembre 1940, la guerre fait rage en Europe. Et sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, une bataille méconnue, mais absolument cruciale est sur le point de se jouer. C'est l'histoire de l'opération Menace, une offensive alliée qui devait être une formalité, mais qui va tourner au fiasco total. Un échec qui aurait pu vraiment changer le cours de la guerre. La question est un peu folle quand on y pense, non? Comment une armada, une force alliée surpuissante, a-t-elle pu se faire battre par les Français? Des Français isolés, certes, mais déterminés. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. On entre donc dans le vif du sujet, cette fameuse opération Menace. Sur le papier, le plan était simple, rallier Dakar et toute l'Afrique occidentale française à la cause du général de Gaulle. Sauf que le résultat, ça a été tout l'inverse, une défaite humiliante pour les Alliés et une victoire, il faut le dire, stupéfiante pour le régime de Vichy. En fait, tout le plan allié reposait sur un pari. Le pari qu'une simple démonstration de force, en gros montrer ses muscles, suffirait à faire basculer la colonie dans leur camp. C'était une erreur de calcul colossale. Ils avaient complètement sous-estimé la colère et la détermination des forces françaises sur place. Mais alors pourquoi Dakar? Pourquoi prendre autant de risques pour ce port africain? Eh bien parce que Dakar, à ce moment-là, ce n'était pas juste un port. C'était un véritable jackpot, un enjeu triple, stratégique, financier et militaire. D'abord, la géographie. Regardez une carte. Dakar, c'est tout simplement la clé de l'Atlantique Sud. Celui qui contrôle Dakar contrôle les routes maritimes vitales entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Pour les Alliés, sa base navale était un atout de rêve, bien plus performante que leur petite base de Freetown. Ensuite, l'argent. Enfin, l'or, pour être précis. Et pas juste quelques lingots, hein. On parle d'une quantité absolument astronomique. C'est une histoire incroyable. Face à l'avancée allemande en Europe, on avait discrètement évacué une partie gigantesque des réserves d'or de la France, mais aussi de la Belgique et de la Pologne. Et cet or, ces 1100 tonnes, se trouvait caché à Dakar. C'était un trésor de guerre immense, capable de financer l'effort de n'importe quel camp. Et enfin, le troisième enjeu, la cerise sur le gâteau si on peut dire, le cuirassé Richelieu. Alors oui, il n'était pas tout à fait terminé, il avait été endommagé, il ne pouvait plus bouger, mais rien que ses canaux en faisaient l'une des forteresses flottantes les plus redoutables de la planète. Ce Richelieu, c'était un bijou de technologie navale. Pensez-y, tous ces canons principaux étaient à l'avant, une configuration parfaite pour la poursuite. Ces tourelles étaient divisées en deux, ce qui voulait dire qu'un seul obus ennemi ne pouvait pas neutraliser la moitié de sa puissance de feu. En plus, il était ultra rapide et sa protection contre les torpilles était exceptionnelle. Mais il avait un défaut majeur. Ses tirs étaient imprécis, ils se dispersaient beaucoup trop. Un problème qui d'ailleurs ne sera réglé qu'après la guerre. Mais au-delà des enjeux matériels, de l'or et des navires, l'histoire de Dakar est avant tout une tragédie humaine. Le théâtre d'une sorte de guerre civile française qui ne disait pas son nom. On a deux hommes face à face. D'un côté, Charles de Gaulle qui joue gros. Il voit en Dakar la chance de donner une base territoriale et une vraie légitimité à sa France libre. De l'autre, le gouverneur Pierre Boisson, un homme de devoir, intransigeant, fidèle à Pétain et absolument déterminé à défendre son territoire. Et pour vraiment comprendre l'état d'esprit des défenseurs de Dakar, il faut revenir 2 ans en arrière, à Mers el-Kébir. Là-bas, la marine britannique a attaqué et détruit une partie de la flotte française pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Allemands. Plus de 1200 marins français sont morts. Ce drame a laissé une cicatrice terrible, un sentiment de trahison. Donc pour les marins de Dakar, voir arriver une flotte anglaise, c'était une menace, pas une libération. D'ailleurs, la réponse du gouverneur Boisson, quand les Alliés lui ont demandé de se rendre, elle résume tout. Ces mots ont été clairs, nets, sans aucune ambiguïté. « La France m'a confié Dakar, je le défendrai jusqu'au bout. » Fin de la discussion. Le décor est donc planté. On a la stratégie, les enjeux, les hommes. Voyons maintenant comment ce plan, qui semblait si simple aux Alliés, va virer au cauchemar en seulement 3 jours. Le 23 septembre, la flotte arrive, mais dans un brouillard si épais que toute démonstration de force est impossible. Les émissaires gaullistes qui tentent d'accoster sont accueillis par des tirs de mitrailleuses. Une tentative de débarquement un peu plus loin, à Rufisque, est repoussée. L'approche douce a échoué. Les jours suivants, ça dégénère en duel d'artillerie. Les batteries côtières, tenues par les marins du Richelieu, et le grand navire lui-même, répliquent avec une violence inattendue. Et le coup de grâce arrive le 25. Le sous-marin français, Bévésier, réussit l'exploit de torpiller le cuirassé britannique HMS Resolution. C'est la fin. De Gaulle se retrouve alors face à un choix terrible, un vrai cas de conscience. Il refuse de lancer un assaut terrestre massif. Il prononce cette phrase célèbre « Il ne veut pas faire couler le sang des Français pour des Français ». C'est l'aveu de l'échec. La bataille est perdue,
pas seulement sur le plan militaire, mais surtout sur le plan politique et moral. Alors, la flotte alliée se retire. La bataille de Dakar est terminée, mais ses conséquences, elles, ne font que commencer. Et elles sont énormes. Le bilan matériel et humain est lourd, des deux côtés. Des navires prestigieux sont hors de combat, des centaines d'hommes sont tués ou blessés. Et il ne faut pas oublier les victimes civiles sénégalaises, prises au milieu de cet affrontement fratricide. C'est un rappel tragique du coût de cette bataille. Politiquement, pour De Gaulle, c'est une humiliation terrible qui fragilise sa position auprès de Churchill et des Alliés. À l'inverse, pour Vichy, c'est une victoire de propagande immense. Le régime prouve au monde qu'il peut et qu'il va défendre l'Empire français. Stratégiquement, rien n'a bougé. Dakar reste fidèle à Vichy. Mais l'histoire est souvent ironique. 2 ans plus tard, en novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Le vent tourne, et cette fois, Dakar et toute l'Afrique occidentale française se rallient sans combat. Le Richelieu, ce même cuirassé qui avait tiré sur les Anglais, va être réparé aux États-Unis et finira la guerre aux côtés des Alliés. Alors, au final, que faut-il retenir de Dakar ? Bien sûr, c'est une défaite tactique, un échec cuisant. Mais c'est peut-être aussi une leçon stratégique essentielle que les Alliés ont apprise ce jour-là. La leçon que, pour gagner une guerre, la supériorité matérielle ne suffit pas toujours. Il faut aussi comprendre la psychologie, l'honneur et les blessures de ceux qu'on a en face de soi. Une leçon qui, on peut l'espérer, leur a servi pour la suite du conflit.